voici un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France et comme tous les jours, c'est en compagnie de Christophe Dard comme nous le faisons régulièrement. Et bien, c'est un portrait que nous vous proposons plus précisément la deuxième et dernière partie de la biographie du président du consistoire central de 1941 à 1943, Jacques Heilbronner. Alors nous avons vu précédemment avec vous Christophe que ce juriste issu et appartenant à la haute bourgeoisie juive, membre du consistoire de Paris et du consistoire central, prend la tête de l'institution en pleine Seconde Guerre mondiale, alors même que les persécutions sont nombreuses contre les Juifs et que les rafles et les déportations deviennent de plus en plus importantes. Proche du maréchal Pétain depuis la guerre de 14-18, ce qui explique sans doute sa nomination, Jacques Heilbronner fait part de ses inquiétudes et de sa colère face à la politique antisémite du régime de Vichy, combatif et à jamais résigné. Eh bien, il fait tout pour empêcher la mise en place du commissariat aux questions juives ou des deux statuts des Juifs promulgués en 1940 et 1941. Mais toutes ces demandes, Christophe, restent vaines. En effet, il ne peut par exemple pas empêcher la création de l'Union Générale des Israélites de France, on en a déjà parlé, créée fin novembre 1941, et qui met toutes les associations juives dans les seules mains du régime de Vichy, le consistoire perdant ainsi toutes ses prérogatives, puisque toutes les œuvres de bienfaisance, il faut rappeler, qu'il contrôlait sont dissoutes. Le 12 juin 1942, 2 semaines après l'introduction, l'entrée en vigueur de l'étoile jaune en zone occupée, autre mesure bien sûr répressive prise contre les Juifs, eh bien le même Jacques Heilbronner écrit au président du Conseil Pierre Laval: la France va-t-elle donc connaître la honte d'être une terre de pogrom et les principes de justice, de liberté des croyances et des cultes, de respect de la personne humaine qui ont été si longtemps la personnalisation de son idéal vont-ils désormais être méconnus à l'égard des personnes françaises ou étrangères que réunit uniquement le seul lien religieux. Alors à la suite de la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet 1942, Jacques Heilbronner adresse une nouvelle lettre de protestation au maréchal Pétain et au chef du gouvernement, une lettre préparée lors de la séance du consistoire. Et oui, nouvelle lettre de protestation dans laquelle il écrit: le consistoire, considérant la gravité de ces faits, exige une action urgente, considérant que le devoir primordial de tout État civilisé est de sauvegarder les biens, la liberté, l'honneur et la vie de ses citoyens et de protéger les étrangers qui ont régulièrement reçu l'hospitalité sur son territoire, adresse une nouvelle et plus solennelle encore protestation au gouvernement français contre des persécutions dont l'étendue et la cruauté atteignent un degré de barbarie que l'histoire a rarement égalé. Et il ajoute, l'adjure de tenter encore par tous les moyens dont il dispose de sauver des milliers de victimes innocentes auxquelles aucun autre reproche ne peut être adressé que celui d'appartenir à la religion israélite. C'est important effectivement de le rappeler, puisque à la date où la lettre est envoyée, on ne sait pas encore ce que sont devenus pour beaucoup les raflés du Veldiv. Alors on le voit Christophe, malgré cette rafle au cours de laquelle 13 000 personnes, dont près d'un tiers d'enfants, sont arrêtés et détenus à Drancy ou au Vélodrome d'hiver dans des conditions épouvantables, Jacques Heilbronner veut croire lui à la bonne volonté des autorités vichysoises, y compris en janvier 1943 lors de la rafle de Marseille. Accompagné de la police nationale dirigée par René Bousquet, les Allemands organisent alors une rafle de près de 6 000 personnes. 1642 personnes sont déportées, dont 782 juifs. Pour la première fois, près de 600 juifs arrêtés sont de nationalité française. Et on en parlera d'ailleurs plus précisément dans un prochain épisode, car c'est un tournant aussi, cette rafle de Marseille en janvier 1943, qui a été pour le coup effectivement un petit peu minorée par rapport à celle du Veldiv quelques mois plus tôt. Et effectivement, vous l'avez dit, alors que la responsabilité de la police française ne fait aucun doute, et d'ailleurs il ne l'exclut pas lui-même, et bien Jacques Heilbronner utilise le conditionnel dans une lettre à Pierre Laval quand il écrit: ces arrestations n'auraient été effectuées qu'en raison de la qualité d'israélite des personnes arrêtées. Alors qu'on sait que tout cela ne fait aucun doute. Et parallèlement, le président du consistoire s'investit dans le quotidien d'une communauté juive très active en dépit des arrestations et des déportations qui se multiplient. Il aide par exemple à la création de la collecte du grand rabbin. Car il faut rappeler effectivement, Ilana, qu'avant l'été 1942, la fréquentation des synagogues, surtout bien sûr en zone sud, dite zone libre, avait connu un développement sans précédent. Il y a eu beaucoup de réfugiés qui, on se souvient, étaient allés en zone sud évidemment lorsque la zone occupée a été envahie, et du coup il y a eu de nouveaux lieux de culte qui sont apparus. Alors bien sûr les autorités françaises, vous l'imaginez, n'étaient pas très favorables à cela, ça reste quand même le régime de Vichy, mais il y avait quand même une certaine tolérance pour reconnaître la création de nouvelles activités cultuelles, voire même de nouvelles synagogues. Mais évidemment, avec la multiplication des rafles et surtout l'invasion de la zone libre par les Allemands fin 1942, la chute, la fréquentation des synagogues
synagogue chute et Heilbronner soutient du coup désormais des actions, on va dire, plus secrètes, comme celle de l'aumônerie qui empêche par exemple la livraison par Vichy de zones libres en zone occupée de plus de 10 000 juifs promis au SS. Le 30 juillet 1943, Jacques Heilbronner s'adresse une nouvelle fois au maréchal Pétain pour qu'il intervienne auprès des Allemands afin de modérer le régime de terreur régnant au camp de Drancy, commandé désormais par un certain Alois Brunner. Oui, effectivement, un type redoutable. Jacques Heilbronner écrit « Il n'a jamais été aussi nécessaire qu'à l'heure présente d'affirmer la dignité de la France en marquant solennellement pour l'opinion internationale et pour l'histoire de la protestation indignée contre les tortures infligées sur son sol à des malheureux innocents et sans défense. Il importe au plus haut point que la France et son gouvernement se désolidarisent hautement de ces attentats contre l'humanité. » Car oui, si vous notez bien la fin de cette phrase, Ilana, pour l'opinion internationale et pour l'histoire, la protestation indignée contre les tortures infligées sur son sol, en fait, on peut dire qu'Heilbronner vient peut-être d'inventer à ce moment-là, au milieu de l'année 43, en parlant du camp de Drancy, le terme de crime contre l'humanité qui évidemment n'existe pas encore à cette époque. Jacques Heilbronner obtient enfin une victoire puisque le maréchal Pétain lance une enquête minutieuse pour faire la lumière sur ce qui se passe dans le camp de Drancy, d'où partent les trains en direction d'Auschwitz. Et ce n'est pas tout, puisque le secrétaire général de la police du régime de Vichy, René Bousquet, annonce dans la foulée que Vichy ne souhaite plus participer à la rafle des Juifs à dénaturaliser Heilbronner, qui a donc toujours fait part de son respect pour le régime, on ne dira pas non plus d'allégeance, il ne faut pas exagérer, mais voilà, qui a respecté, qui s'est plié aux règles, a donc enfin obtenu quelque chose de positif, et il écrit d'ailleurs 2 autres lettres à l'été 43, où il développe un argumentaire fondé justement sur la notion d'attentat contre l'humanité. Mais Alois Brunner n'a pas apprécié l'intervention de Jacques Heilbronner. Dans une allocution écrite à l'occasion du dévoilement en 2016 d'une plaque en hommage à Jacques Heilbronner à Lyon, à l'adresse même où s'étaient réunis 75 ans plus tôt les réunions du consistoire central, Serge Klarsfeld affirme que Brunner a dû agir auprès du chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, pour qu'il fasse arrêter par son subordonné aux questions juives Jacques Heilbronner et son épouse. Et oui, une vengeance effectivement de Alois Brunner, effectivement, qui via Klaus Barbie effectivement a donc mis à l'arrêt. C'était donc le 23 octobre 1943. Jacques Heilbronner et son épouse, ils sont arrêtés à Lyon. C'est là d'ailleurs effectivement que Klaus Barbie sévit. Jacques Heilbronner est transféré au Fort Montluc, c'est toujours à Lyon, et puis à Drancy. On est le 11 novembre 1943. Ironie de l'histoire, si on peut dire, Jacques Heilbronner retrouve d'ailleurs sur place 3 autres conseillers d'État qu'il connaît bien et qui, comme lui, donc, sont à Drancy. Jeanne et Jacques Heilbronner sont tous les deux déportés par le convoi numéro 62 le 20 novembre 1943 du camp de Drancy à Auschwitz. Tous les deux meurent dans les chambres à gaz à leur arrivée. Ils avaient tous les deux 70 ans. Leurs 2 fils, Henri et Raoul, seront des survivants de la Shoah. Serge Klarsfeld écrit en 2016 « Jacques Heilbronner est mort debout après être resté debout pendant ces 3 années de persécution des Juifs et avoir fait du comité central l'organisme de protestation religieux et politique auprès des pouvoirs publics au plus haut sommet de l'État. Il a été le complément indispensable de la résistance armée et clandestine juive, de la résistance spirituelle des Juifs, du sauvetage des enfants juifs, de la solidarité associative et des œuvres d'assistance. » Oui, je trouve que c'est plutôt effectivement un bel hommage de Serge Klarsfeld qui résume parfaitement la vie de cet homme, notamment en ces temps troubles. Et c'est un certain Léon Mess, conseiller à la cour d'appel avant-guerre, qui succède à Heilbronner à la tête du consistoire. Alors, c'est logique, car comme Heilbronner jadis, il était le vice-président. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il a mis à l'abri des milliers de personnes qui avaient fui l'oppression nazie, les faisant passer ensuite en Suisse et en Espagne. Mais Léon Mess est bien sûr conscient du danger. Il sait ce qui est devenu Jacques Heilbronner. Être président du consistoire, c'est risqué à cette période. Et d'ailleurs, son fils, sa sœur, son beau-frère et leurs enfants seront déportés à Auschwitz. Lui-même échappe à la Gestapo, il se réfugie en Savoie. Léon Mess, bien sûr, on en reparlera car c'est le fondateur en 1944 et du même coup le premier président du CRIF. Ce sera jusqu'en 1950 et puis sera d'ailleurs aussi de 1949 à 1955 président des éclaireurs israélites de France, mais je n'en dis pas plus. Eh bien, c'est un point très complet en tout cas. Merci beaucoup Christophe Dard pour ce numéro de l'histoire des Juifs de France consacré à Jacques Heilbronner et à très vite pour un nouvel épisode de notre série que nous vous proposons chaque jour sur Radio J.